Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo détente, c'est une vidéo tag sur la fantasy et sur une œuvre de fantasy plutôt particulière. Le principe du tag, j'ai cherché et il n'y a pas tellement de tags sur la fantasy que ça. J'en ai fait deux, c'est les deux les plus populaires. Il y en avait un autre mais il me tentait pas trop et je me suis dit bon, il y a 2-3 nanas aux États-Unis qui ont fait ce tag là, c'est sympa. En plus ça parle quand même mine de rien de notre inspirateur à tous, Tolkien, et donc c'est un tag qui s'appelle Tolkien Character Book Tag, et donc c'est un tag où le principe est très simple, vous allez suivre très bien, c'est tu prends un personnage de l'univers de la Terre du Milieu, et en fonction un peu du caractère du personnage, de son implication dans l'histoire, ça va te conduire à des questions. Il faut savoir que les personnages, comme c'est des personnages qui ne sont pas forcément très connus du grand public, dès que c'est des personnages qui sont pas très connus, je vous dirai deux mots dessus sans vous spoiler bien sûr, pour que vous puissiez quand même comprendre pourquoi le choix des questions a été fait ainsi. Il faut savoir que la traduction, j'ai traduit moi-même et j'ai changé quelques petits trucs pour que ce soit plus accessible pour tous. Donc, première question, premier homme, premier roi, il s'agit d'Aragorn, donc Seigneur des Anneaux, j'ai pas besoin de vous dire qui est Aragorn, et la question est simple. Un livre qui a fini par être tout ce que tu voulais qu'il soit. Donc c'est un livre où t'as pas du tout été déçu, tu t'attendais vraiment à ce que ça donne ça. Et j'ai réfléchi, j'ai eu un peu de mal à cette question-là, et je me suis dit en fait il y a un livre, quand je l'ai entamé, il a été parfaitement ce que je souhaitais qu'il soit, même s'il est pas parfait, qu'il est pas complet, c'est exactement ce que je voulais qu'il soit à ce moment-là de ma lecture et de ma vie. Il s'agit de Neil Gaiman, donc Norse Mythology, là c'est la mythologie nordique en français. Les éditions Pocket sont pas belles, mais le contenu est très bon, donc il faut un peu passer par-delà tout ça. Je sais que la couverture plaît pas, la couverture américaine est une pépite, c'est absolument magnifique. Et donc Norse Mythology, c'est donc un livre assez simple. C'est un résumé de la mythologie nordique, notamment des dieux de la mythologie nordique, avec Odin, Loki, Thor, Freya, bref, toute la compagnie. Et les éléments marquants de ces mythes-là, jusqu'au Valhalla, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très simplifié. Ce livre-là, je l'ai lu après l'Edda poétique, donc qui est un des textes fondateurs de la mythologie scandinave. Et ce qui fait que je l'ai lu et je me suis dit, c'est très bien, parce que l'Edda poétique, c'est très complexe. Là, c'est accessible, ça permet de donner à tout le monde des clés. Neil Gaiman est un très bon auteur, c'est très bien renseigné en termes de... Voilà, c'est vrai, quoi. Tu vois, tu vas pas avoir de bêtises dedans, et en même temps c'est accessible, c'est court, et personnellement moi la plume de Gaiman j'accroche beaucoup, et ici c'est raconté avec des dialogues, tout ça c'est un peu mis en forme dans une histoire, c'est pas historique, donc ça se lit très bien, et donc typiquement ce livre a été ce que je voulais, un récit simple sur la mythologie, complet et construit sur la mythologie sans être hyper... trop de détails, une écriture agréable et que ça soit court, ça a fait tout. Le seul bémol que je peux dire, donc c'est bien l'esthétique du livre, mais ce n'est pas dépendant du travail de Gaiman, mais absolument, si vous aimez la mythologie nordique, je trouve que c'est vraiment un moyen de rentrer dedans très facilement. Alors pour les gens qui connaissent très bien, ils peuvent se sentir un peu en mode... Il n'y a pas tout, mais en même temps c'est vraiment pour aider et pour donner un peu d'explication, sachant qu'en plus que Neil Gaiman dans ses récits, notamment si vous avez lu American Gods, il y a des références énormément à des personnages et notamment au folklore scandinave avec plein d'autres folklore, mais voilà, le monsieur a l'habitude de gérer avec les mythes, donc absolument à découvrir, j'adore. Quittons le personnage le plus connu du Seigneur des Anneaux pour un personnage un peu moins connu, avec Celeborn qui est un personnage, alors pour la prononciation vous m'excuserez, hein, je n'ai pas pratiqué le haut elfique, mais c'est l'époux de Galadriel, donc la sorcière, voilà, l'elfe sorcière. C'est un personnage qu'on aperçoit brièvement dans le Seigneur des Anneaux, il est beaucoup plus exploité dans les livres, c'est un personnage qui a quand même beaucoup plus de prestance et d'importance. Donc vu qu'il est un peu survolé, c'est quel est le personnage que tu apprécies et qui a été survolé d'après toi. Là je vais pas parler forcément d'un personnage précis, j'en ai un ou deux en tête, mais il y a une série où je trouve que les personnages que j'adore ont tendance à disparaître du récit extrêmement vite et ont tendance à ne pas réapparaître. Et c'est assez frustrant et je recherche l'âne encore actuellement. Où es-tu? Tu as réapparu un petit peu dans le tome 6, mais bref, t'es quand même un des personnages essentiels de la série, il me semble. Donc je parle de La Roue du Temps, donc de cette œuvre magistrale très longue et très connue de Robert Jordan, qui va bientôt avoir son adaptation sur Amazon Prime. C'est prévu quand même pour les prochaines années, et donc La Roue du Temps, c'est un livre qui est
très dommageable dans le sens que on aborde plein de personnages, et notamment ce personnage de Lan, qui est donc un personnage important, notamment dans les premiers livres. C'est le champion d'une Aes Sedai. Les Aes Sedai, on pourrait apparenter ça à des sorcières au début du récit. C'est la sorcière qui aide les héros à échapper aux méchants, si on peut faire ça clairement. Et Lan est une figure de protecteur, de combattant, un mec qu'on adore, quoi. Et puis il est beau, il est splendide, et il est parfait, cet homme. Et moi je l'aime bien, Lan. Je l'aime bien, j'accroche. Il a une relation avec Mohiren qui est assez compliqué, voilà, c'est un personnage que j'aime bien. On parle de lui, mais on ne le voit jamais dans le récit. Et là, ça fait 2-3 tomes où on se demande où Lan est partie. Où es-tu? Je ne sais point. Donc voilà, je suis un peu désappointée parce que dans les premiers tomes, on avait vraiment... voilà, un personnage qui était un peu plus fouillé, on nous donnait des enjeux, notamment il y a des événements qui se passent où on s'est dit bah on voudrait avoir plus de réponses vis-à-vis de Lan parce que ça a des grosses implications sur sa vie. Et puis il est pas là. Donc voilà, donc pas de Lan, donc moi je suis déçue, c'est un personnage que j'aime bien. On pourrait reprocher ça aussi à Loial, voilà, qui est un personnage qui est intéressant aussi. Moi j'ai aussi cet arrière-goût avec Mat, qui est quand même partie du trio de base, voilà, masculin du récit. Je trouve Mat un petit peu survolé dans La Roue du Temps, on n'en parle pas tellement, alors qu'il a l'air hyper intéressant, du moins là je suis au tome 6. Ce tome là équivaut au tome 6 au grand format, donc je suis un peu en mode tristesse, mais est-ce qu'on en apprendra plus? Je ne sais point, mais rendez-nous Lan s'il vous plaît. Faisons une cagnotte, j'en sais rien, mais pauvre Robert, il nous a quittés, mais j'aurais bien voulu avoir un peu plus de Lan dans les récits. Ensuite, nous avons Celebrian. Alors, c'est une elfe, c'est l'épouse d'Elrond. Alors, si vous avez suivi Le Seigneur des Anneaux, c'est le papa d'Arwen. Donc voilà, c'est la mère d'Arwen qui disparaît dans des conditions tragiques. Ça vous l'apprenez dans les livres extérieurs au Seigneur des Anneaux. C'est un livre dont tu aurais souhaité une meilleure fin pour le héros. Et j'y réfléchis parce qu'en fait, moi, je pars du principe que si le livre finit comme ça, j'ai pas aspiré autre chose, c'est la vision de l'auteur. Et en fait, il y a un héros qui est dépendant, et là, j'ai vraiment cette seule fois où je vais citer le monde de Tolkien, qui m'a toujours rendu assez triste, et c'est pas Frodo, ou Frodon, ça dépend des traductions, qui me rend ça, même si à la fin du film, je suis triste pour lui. C'est vraiment plus pointé dans les films de Jackson, mais même quand j'avais lu le livre, j'étais assez triste parce que c'est un personnage qui méritait mieux et que même si il repart chez lui, il y a une tristesse qui se dégage et c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est Bilbo en fait. Donc Bilbo, est-ce que je dois vous raconter l'histoire? C'est l'histoire d'un petit hobbit qui vivait dans un trou et qui un beau jour va retrouver une armée de nains chez lui pour l'emmener dans une aventure avec le magicien Gandalf. Le Hobbit, c'est un conte destiné aux enfants, donc c'est le premier récit publié de Tolkien, et c'est le récit qui a tellement bien fonctionné, on va dire, quand il est sorti, que les éditeurs ont souhaité une suite, et que la suite a été un peu plus volumineuse et destinée aux adultes, Le Seigneur des Anneaux. Bref. Et en fait, Bilbo, le conte, vous avez vu le film, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais donc tourner les phrases pour que ça ne soit pas le cas, mais Bilbo perd un peu tout à la fin, même s'il aspire à rentrer chez lui parce que c'est un hobbit, il aime l'aventure, donc c'est un personnage qui est dans la dualité, et en fait, quand tu lis le livre, Bilbo, c'est vraiment la figure de l'ancien combattant, pour moi, hein, je parle de ça, ça peut être très bien remis en contexte sachant que Tolkien a perdu beaucoup de ses amis pendant la Première Guerre mondiale et c'est vrai que Tolkien on se demande beaucoup à qui il ressemble et moi j'ai toujours trouvé comparable à Bilbo dans le sens que c'est un mec qui va rentrer chez lui et qui a perdu ses amis et c'est ça et je suis toujours triste en fait quand je finis le Hobbit parce que je le relis de temps en temps parce que la fin est pas géniale pour tous les personnages et Bilbo il s'accomplit en tant que hobbit, il a réussi à prouver qu'il pouvait donner plus de choses que les autres hobbits, qu'il était fort, qu'il était courageux et en plus la manière dont se finit le livre et le Hobbit c'est hyper triste, voilà donc voilà, j'ai vraiment de la peine pour Bilbo à chaque fois, donc je vous le recommande. Cette édition, si vous êtes intéressé, c'est une édition anglaise, donc illustrée par Jemina Catlin. Donc c'est un texte illustré en couleur qui est très très beau que j'ai eu à la Shakespeare & Company à Paris. J'adore cette version, elle est trop belle, je suis tombée amoureuse de cette version-là. Donc ben voilà, je plains toujours un petit peu Bilbo parce que voilà, pour toutes ces raisons-là, mais on va pas pleurer alors. Ensuite, nous avons le personnage de Círdan, qui est un personnage que j'ai toujours bien aimé dans la mythologie, on va dire, tolkienienne. C'est, on va dire, il a eu plein d'aventures, mais pour être plus simple et pour lier au Seigneur des Anneaux,
C'est le mec qui est à l'origine de la fondation des Havres Gris, donc dont on parle un petit peu dans le Seigneur des Anneaux. C'est donc un vieux personnage, en termes de... Quand tu regardes dans la mythologie, c'est un vieux personnage, donc la question revient à... Donc le premier livre que tu as reçu ou que tu as acheté, j'ai pas beaucoup de souvenirs des livres qu'on m'a offerts, par contre on a retrouvé au grenier il y a pas très longtemps des livres. Donc nous avons un livre qui ne doit plus être édité, mais j'aime trop, il est trop mignon, donc voilà. C'est Basile découvre le monde, c'est un ours, voilà, donc c'est de la fantaisie animalière peut-être, parce que c'est des ours qui se comportent comme des humains. Donc, petit résumé de Basile découvre le monde. Dans un pays de neige et de glace, vit Basile, un petit ours blanc, lui aussi. Avec juste 2 yeux et un nez très noir. Un jour, un bateau passe, après une traversée qui dure des jours et des nuits, Basile arrive dans un pays qui éclate de couleurs et de parfums. Des ours très bruns y vivent, qui parlent autrement et se nourrissent de mets étonnants. La gourmandise suscite la curiosité de Basile, et ours blanc et ours noir découvrent ensemble la saveur de leurs différences. Ma mère m'orientait déjà mes lectures antiracistes à cette époque-là. Donc voilà, c'est des très vieux dessins, mais Basile, il découvre le monde et ça c'est beau. C'est une belle morale, c'est chez Actes Sud. Et ils sont encore en super bon état. Ils sont trop mignons. Il y a des ours qui mangent des poissons. Non mais c'est trop bien. Je vais relire ça ce soir avant de dormir. Mais je n'ai pas qu'une aventure de Basile. Hein. Il y a eu plusieurs aventures de Basile. Et c'est un roman allemand. Il fallait absolument que je vous parle de Basile. Voilà. Donc voilà, c'est un des plus vieux livres que j'ai. C'est pas le plus vieux. Mais le plus vieux, je le garde pour moi parce qu'il a trop de sentiments. Mais voilà. Ensuite, la question Elrond. Vous replacez qui c'est, j'espère, bien sûr. Donc... Et un livre qui t'a aidé à passer une période difficile. Alors, cette question, je savais pas trop si j'allais la zapper ou pas, parce que c'est pas parce que pour des questions de pourquoi, je ne répondrai pas pourquoi j'ai passé des moments difficiles, c'est simplement que ce livre fait énormément polémique en ce moment et que j'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu, que ma position est très claire sur le sujet. Cette polémique, elle existe depuis des années. Les gens se rendent compte actuellement qu'il y a un problème avec J.K. Rowling et ses propos, notamment sur Twitter. La transphobie et beaucoup de choses de J.K. Rowling, voilà, ça dure depuis plusieurs années. Donc moi la polémique, je la vis un peu en retrait dans le sens que moi je l'ai eu il y a 5 ans, quoi. Donc je l'ai pas eu il y a maintenant. Donc j'ai pris du recul sur la chose et surtout que je ne suis pas concernée par les propos transphobes n'étant pas transgenre, mais ayant quand même la délicatesse et le devoir, à mon sens, de me renseigner sur le sujet, de parler avec des gens qui sont concernés par le sujet. Je sais que ces personnes ne souhaitent pas qu'on parle trop de J.K. Rowling, notamment parce qu'ils ne savent même pas quoi en penser. Je veux dire, dans tous les transgenres de notre génération, il y en a beaucoup qui aiment Harry Potter, et ce qui fait que, voilà, je vais en parler, je connais la polémique et je respecte tout à fait le fait que vous n'ayez pas envie de le lire, mais je pars du principe que ce choix me revient et que je vais pas me cacher d'Harry Potter, sachant que Harry Potter effectivement m'a fait traverser des périodes assez sombres de ma vie et que ça continue de l'être. Pour moi, Harry Potter a fonctionné un peu comme un antidépresseur. Donc voilà, Harry Potter a plusieurs fois servi dans mes périodes un peu sombres. Attention, je suis passée du côté obscur, mais pour vous dire que ça a servi de mon enfance, voilà, mon adolescence, et que même l'année dernière, là il y a 2 ans maintenant, oui. Le temps passe vite. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, j'en ai déjà parlé une fois en vidéo. J'ai une expérience en alternance qui s'est extrêmement mal passée. J'ai réussi à placer des mots sur ce qui s'était passé. C'est plutôt mon université qui m'a dit ce qui s'était passé parce que je ne comprenais pas. Tu sais, quand t'es dans une situation et que tu subis ça tous les jours, t'as tendance à trouver ça normal et à pas remettre les choses en question, alors que toi t'es hyper mal. Genre j'ai vraiment été dans le mal profond, j'ai dit ça et j'allais pas bien, et Harry Potter a été ma clé de voûte pour pas m'effondrer au travail. C'est-à-dire que je lisais ça le soir pour calmer mes angoisses, que j'écoutais ça parfois pendant que j'avais des boulots où j'avais des tâches où je pouvais écouter des choses, et j'écoutais Harry Potter pour me calmer et pour dire cette journée est bientôt terminée, je vais rentrer chez moi, tout va aller, voilà. Voilà, donc voilà, Harry Potter pour moi ça a un effet doudou. Je vais pas avoir l'affront de vous raconter ce qu'est Harry Potter. Il y a un moment, je vais pas vous prendre la main non plus à ce point là, mais pour moi j'ai grandi avec en fait, et en plus j'ai eu la chance de grandir, de lire les livres à peu près au même âge où est Harry, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour moi c'est un
livre qui m'a fait traverser des périodes très difficiles et je l'en remercie souvent. C'est pour ça qu'ils dorment à côté de nous, c'est pour ça qu'ils sont en fond, parce qu'ils sont essentiels dans ma vie d'éditrice et au-delà dans ma vie de personne humaine. Donc voilà, même si je comprends très très bien et je suis la première à dire qu'Harry Potter a de nombreux défauts, mais je l'aime quand même. C'est voilà, c'est comme ça. Hop. Ensuite, nous avons Elwyn. Alors Elwyn, la fille de Beren et Lucienne, donc un conte qui est très célèbre chez Tolkien, et la mère d'Elrond. Tout est fait en famille, hein, dans ce truc-là. Le but, c'est de protéger le Silmaril. Donc si t'as lu le Silmarillion, c'est des événements qui sont assez important dans la série, même déterminant. Et donc c'est ton personnage préféré, moi j'ai dit actuellement, voilà. Et en fait j'ai beaucoup de personnages qui me plaisent. Voilà, je suis pas quelqu'un d'exclusif sur mes personnages de littérature, mais je suis obligée de vous parler d'un personnage que j'ai découvert l'année dernière et que j'adore d'un amour profond, parce que pour moi il a tellement de qualités, et notamment sa première qualité c'est d'être un personnage gris, et que parfois t'as envie de lui mettre une petite claque derrière l'épaule en disant faut se secouer mon gars, faut se secouer, mais bon. Et c'est pas pour la scène de bain, je tiens à le dire tout de suite, c'est Geralt. Alors, je disais Geralt au début, c'est Geralt de Rive. Voilà, j'adore Jaskier aussi. Geralt est un personnage que j'adore, j'ai pas joué aux jeux vidéo et c'est pas dans ma liste des choses à faire actuellement, j'ai pas vraiment le temps. Mais Geralt c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est un loup solitaire qui a la bonne chose de se poser des questions et d'être autre chose qu'un mec qui remine dans son coin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments et de tendresse quand même quand tu grattes un peu la couche, et qui moi personnellement me touche beaucoup. Geralt me touche, voilà. Et que Henry Cavill aussi est très agréable à regarder dans la série, mais voilà, Geralt c'est un personnage que j'ai adoré suivre. Et il y a aussi Ciri qui font partie, vraiment Ciri et Geralt sont les personnages qui m'ont le plus marqué, on va dire, depuis ces quelques derniers mois, et je l'adore. Je ne peux pas... Je devais parler de Geralt. Il n'y a pas une vidéo où Geralt n'a pas sa place, en toute façon, mais vraiment c'est un très très bon personnage que moi j'adore personnellement. Donc ensuite c'est Éowyn. Éowyn, je ne suis pas un homme. Voilà, donc votre personnage féminin préféré. Alors moi je cite un personnage féminin que j'aime bien, comme je vous dis, je ne suis pas exclusif, et donc un des personnages féminins que je préfère parce qu'elle est très humaine et qu'elle est drôle, et que quand je lis ses aventures je suis toujours en mode j'ai le sourire, j'ai la banane, toujours vivant, toujours debout, et donc c'est Fièvre Noire de Karen Marie Moning, et ici c'est Mac. Alors Mac c'est un personnage, au début on n'a rien en commun, c'est même un personnage que j'appréciais pas dans les premières pages parce que c'est une bimbo qui sirote des petits cocktails à côté de sa piscine aux États-Unis. Donc vraiment sur le début j'étais en mode toi et moi on n'est pas partis pour une belle et grande amitié, et en fait elle va perdre contact avec sa sœur qui est partie à Dublin. Elle s'inquiète jusqu'au jour où sa sœur l'appelle, il lui dit j'ai un problème, elle raccroche, donc Mac va à Dublin, donc en Irlande, pour voir ce qui se passe, et retrouve le cadavre de sa sœur. Mauvaise journée on va dire, et elle rencontre Barons, et c'est un personnage très important parce qu'elle a... Je peux pas vous dire parce qu'après c'est du spoil, mais c'est un personnage qui est badass, fort, et féministe et féminine, et qui en plus est drôle, et il y a de l'humour, qui est partagé par plein de choses. C'est un personnage qu'on adore suivre parce qu'elle est très humaine dans un monde qui est vraiment pas humain autour d'elle, et qui est capable, voilà, d'être une grande fille, et aussi d'être fragile à certains moments. C'est pas non plus Terminator au niveau féminin, tu vois, mais j'aime beaucoup Mac. C'est toujours avec tendresse que je lis ses livres, et que dans la suite avec Dany on la retrouve, et je suis vraiment très très contente parce que c'est un personnage, je l'adore. Elle me fait vraiment un petit souffle au cœur comme ça, je me dis oh Mac, elle est trop mignonne, elle est trop gentille, et en même temps elle est trop forte, et je trouve que c'est vraiment un bon personnage féminin. Donc voilà, c'est un peu mon Éowyn moderne, même si j'adore Éowyn en soi. Ensuite on passe au brave Faramir. Faramir, que je trouve est un personnage qui est un peu bolossé dans la série du Seigneur des Anneaux. C'est la question correspond vraiment au personnage, j'ai adoré la formulation, tout vraiment c'est bien pensé. Une suite qui finit par être meilleure que ce que vous pensiez. Et donc il y a une suite de romans où je pensais pas qu'après ce tome 1 que j'avais beaucoup aimé, on pouvait avoir un meilleur tome, et vraiment j'ai vraiment adoré ce tome 2. Donc c'est une série qui a été adaptée en série télévisée, et je vous conseille absolument les livres. C'est Le Livre perdu des sortilèges, et notamment ce tome 2 si je me trompe pas. Est-ce que j'ai pris le tome 2? Donc ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé parce que Le Livre perdu des sortilèges, c'est un roman, je sais pas trop comment le classer, parce que un coup tu pourrais le classer dans de la bitlit d'une certaine manière. En même temps je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif en termes d'histoire, d'intrigue, de recherche, et notamment tout le contexte historique.
Bref, j'aime beaucoup cette série, mais dans ce tome 2, en fait, Diana, donc c'est une jeune femme qui travaille à Oxford, on va tirer des traits comme ça, qui rencontre Matthew, qui est un vampire, on le sait dès le début du récit, qui lui-même prof à Oxford, notamment tout ce qui est recherche sur le sang. Et donc Diana et Matthew vont être liés, et Diana va surtout absorber un livre, donc le livre perdu des sortilèges, qui contient l'origine, la cosmogonie des 3 races les plus importantes, c'est-à-dire les sorcières, les vampires et les démons, et donc elle va se retrouver au milieu de tout ce bazar. Dans ce tome 2, il y a du voyage temporel, on est dispatché en 1590, et j'ai beaucoup aimé parce que on a toute une partie du roman où il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui se passent, et d'un coup il y a ce voyage temporel que j'ai adoré, toutes ces machinations, les descriptions des rues, en plus la situation dans laquelle est Diana est hyper dangereuse à cette époque-là. Bref, c'est plein de choses qui font que j'ai adoré cette suite, je l'ai encore même plus aimé que le tome 1, et j'aime beaucoup cette série. Bon, après je l'ai lu à 18 ans, mais elle a une petite place dans mon cœur, et cette suite est oufissime, j'ai adoré, on en apprend beaucoup plus sur la cosmogonie, et typiquement moi le voyage dans le temps en 1590, ça m'a énormément plu, et c'était pas vraiment casse-gueule, parce qu'en général les voyages dans le temps t'es en mode ça sent mauvais, on va encore se perdre dans l'intrigue, mais là pas du tout. Ensuite on a Fëanor, c'est un personnage qui est très important, c'est l'auteur des Silmarils, et aussi c'est un personnage que tu retrouves beaucoup dans le Silmarillion d'après mes souvenirs. Bref, le mec en impose. Et la question, c'est un livre où les personnages prennent constamment les mauvaises décisions. Ouais, j'aime beaucoup parce que ça correspond bien à Fëanor d'une certaine manière. Je vais parler d'un livre, un personnage prend toujours les mauvaises décisions. C'est un livre que j'ai... C'est mon plaisir coupable, mais je l'adore ce livre. Et il n'y a toujours pas la suite qui est sortie malheureusement. Il s'agit de Victorian Fantasy de Georgia Caldera. Donc c'est Dentelle et Nécromancie. Il n'y a que les 2 premiers tomes sur une sur 4 ou 5 tomes qui devaient sortir. C'est du steampunk. Et donc en fait c'est de la romance, hein, en clair, c'est de la romance paranormale. Mais le truc, c'est qu'il y a de la sorcellerie, il y a de la magie, et il y a un personnage Thaddeus, du début du roman jusqu'à la fin, le gars n'a pris aucune bonne décision dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a... Il a fait des trucs avec une personne qui n'aurait pas dû faire des trucs dès le début. Il essaye de séduire, mais il n'a pas compris comment ça marchait. Donc chacune de ses décisions, t'es en mode... Non, c'est pas possible. Donc voilà. Mais Thaddeus est un fou que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un personnage qui m'a fait rire par son comportement de... Non, c'est pas les bonnes décisions. Bref, voilà, c'est pour ça quand j'ai vu la question, j'ai absolument pensé à lui directement. Mais Victorian Fantasy, c'est un... Si vous aimez la romance et le steampunk, c'est un classique. Il y a toujours ce côté un peu romance poussive, hein, je viens de vous le dire. Mais ça, le personnage est très drôle. Hein. Moi, à chaque fois que je le vois apparaître, genre même dans la suite, je rigole parce que la façon dont il parle, la façon dont il se comporte, il n'y a que lui pour être comme ça. Et c'est tellement hallucinant que moi j'en rigole. Ensuite, ne pleurez pas, mais la question est quand même assez trash. C'est Frodo, donc Frodon, dans notre traduction en français. Un livre qui n'a pas été à la hauteur de la hype générale. Pauvre Frodon. J'en ai un qui est venu en tête, je triche un petit peu parce que je l'ai découvert avant la hype française, même si c'était déjà un peu la hype aux États-Unis. Ne me jetez pas de pierre, je sais qu'il est très aimé, j'en ai déjà parlé, mais je n'apprécie pas A Court of Thorns and Roses, et surtout A Court of Mist and Fury. Je n'aime pas ce livre parce que je n'aime pas le personnage de Rhysand, et donc tout le monde en a fait un foin, voilà, et quand je l'ai pas aimé, j'en ai un peu parlé, mais quand j'ai vu, mais que partout, tout le monde mettait Rhysand en haut des étoiles, et moi j'étais en mode... Je le déteste, voilà. Et de toute façon c'est une série que la romance est tellement importante que ça m'a gâché un peu ma lecture, même si en soi l'intrigue est vraiment intéressante et que ça a permis de développer la faillerie dans le milieu éditorial, et ça c'est cool. Mais non, tu n'es pas à la hauteur de la hype selon moi, et surtout Rhysand n'est pas à la hauteur de la hype tout selon moi. Mais voilà, on a tous des livres qu'on n'aime pas et que tout le monde aime, hein. Ça fonctionne comme ça, et en général les livres qui sont intéressants sont comme ça, ils divisent. Donc Rhysand, rien que d'y repenser, je suis en mode... Voilà, donc il n'est pas à la hauteur et il ne le sera jamais. Je crois, et confirmez-moi, qu'il y a une suite qui va sortir de la trilogie. Je pensais que c'était fini. J'ai vu qu'il y a un truc avec Court of Silver et je sais pas quoi. Il y a un truc qui potentiellement sortirait. Je sais pas si c'est une suite. Alors si c'est avec d'autres personnages, peut-être que je le lirai. Mais si c'est encore avec Rhysand, ce n'est pas possible.
Donc on a Gil-galad ensuite, c'est un personnage qui est assez important, il est roi d'une certaine contrée à un moment et il meurt dans une des batailles les plus importantes contre Sauron, pauvre personnage. Et donc une mort fictive dont tu te remettras jamais. Bon, j'ai pensé à Dumbledore, mais c'est une autre question. Il y a une mort qui m'a traumatisée ado. C'est compliqué de vous parler de qui, donc je vais vous montrer le tome. Ceux qui sont concernés le sauront et je vous parlerai d'une mort dans un tome 1 qui m'avait beaucoup choquée quand j'étais enfant. Moi, ce qui m'a traumatisée à vie, c'est la mort d'un personnage principal dans ce tome 11. Voilà. Qui m'a fait couler les larmes de toute ma vie et qui a traumatisé l'adolescente que j'étais. Mais dès le tome 1 des Chevaliers d'Émeraude, c'est une compagnie de chevaliers qui est formée pour défendre un pays. En fonction, donc, les pays sont des joyaux et les grands méchants sont des hommes insectes. Et la reine dont le personnage principal est amoureux au début, la reine elfique, se fait agresser puis tuer par le roi insecte et vraiment c'est triste quoi, voilà. Mais la plus triste c'est vraiment le tome 11 et en parlant de personnages au début qui est un peu sous-estimé, il y a Santo. Voilà, ceux qui ont lu les Chevaliers d'Émeraude sauront que Santo méritait une meilleure fin et qu'en plus c'est un personnage sous-estimé. Moi j'aimais bien Santo et Santo est l'homme le plus malchanceux qui existe en littérature. Mais voilà, le tome 11, tristesse, mais je peux pas vous le dire parce que s'il y a des gens qui veulent lire, ils seront spoilés. Mais voilà, ça m'a un peu traumatisée, faut le savoir. Ensuite nous avons le personnage de Gimli. Et donc c'est votre amitié préférée. Il faut savoir que l'amitié entre Legolas et Gimli est quelque chose que j'adore dans le Seigneur des Anneaux, qui est une grande qualité du Seigneur des Anneaux. D'être amis malgré nos différences et malgré le fait que nos peuples se font la guerre depuis des années, voire des siècles. Et la dernière grosse amitié qui m'a marqué, il y en a une autre, mais le sorceleur avec Jaskier, c'est sympa, mais je pense que c'est Locke et Jean des Salauds Gentilshommes, qui est pour moi une amitié qui fonctionne très bien. Ce sont des vrais amis, dans le sens qu'ils s'aiment vraiment beaucoup, ils se charrient énormément, mais ils se détestent à certains moments, ils se haïssent même, parce que ils s'aiment tellement qu'ils sont obligés de faire des choix qui leur brisent le cœur. Et c'est vraiment le sens de l'amitié le plus dévoué qui soit, c'est que leur amour est tellement grand pour l'un qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie ou à sacrifier des choses qu'ils ne devraient pas sacrifier, des choses qui leur font extrêmement mal. Donc voilà. C'est une des amitiés. Ils me font beaucoup... Quand j'ai commencé Salauds Gentilshommes, je pensais beaucoup à Robin et Jean dans le Robin des Bois. Je les imaginais marcher comme ça dans la rue. Tout. Je les aime beaucoup, et les Salauds Gentilshommes, donc c'est un roman qui parle beaucoup de cases, de personnages qui volent des choses, des brigands qui sont soumis à une sorte de magie et qui doivent en plus combattre une mafia dans laquelle ils sont déjà, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un récit que je vous recommande et Jean et Locke sont vraiment deux best friends forever que j'adore. Bref, mes petits chouchous. Nous avons ensuite le personnage de Maëtros, alors je sais jamais le prononcer, c'est le fils de Féanor, bref il a un lien avec toute l'histoire un peu catastrophique de Féanor. Et donc c'est le livre le plus endommagé, et il y en a un, voilà, qui a subi... Il y en a beaucoup qui ont subi des choses, mais comme je me basais vraiment sur l'imaginaire, il y en a un, il a fait la guerre, il a pris l'eau, il a combattu. Et dès que je le regarde, je fais « Mon Dieu que tu es moche, mon Dieu que tu as pris cher, mais que tu étais bien ». Il s'agit donc de Magnus Chase. Comme ça, vous vous dites « Ça va ». Et je suis même pas sûre, parce que regardez comment il est habillé. Mais là, le livre, quand vous le regardez, je sais pas comment vous dire, mais la première page, elle est dans un état... Et le livre est gondolé. Voilà, il a pris l'eau, il a une forme étrange, il est un peu bosselé, il a pris des couleurs un peu marron dégueu. Bref, il sent mauvais aussi parce qu'il a pris la pluie. Et il est défiguré. Regardez-moi ce dos. On a l'impression qu'il a subi un massage un peu trop intense. Mais je l'aime beaucoup. Alors, Magnus Chase, c'est une réinterprétation de la mythologie nordique par Rick Riordan qui a écrit donc Percy Jackson, où on suit Magnus qui meurt au bout de 5 pages et qui rejoint le Valhalla. Et qui donc va faire sa petite vie. Et il y a plein de personnages, c'est un des récits que j'adore parce qu'il y a une représentation énorme au niveau des personnages, que ce soit sur la religion, il y a quand même un personnage qui est décrit comme musulman dans le récit, c'est extrêmement rare, moi j'en ai pas lu beaucoup là-dessus, surtout que là on parle de mythologie nordique, il y a un personnage gender fluide, bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, et Magnus, c'est le genre de mec... Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il peut être con parfois, et je l'aime bien, et voilà, Rick a pris l'eau. J'ai lu le tome 2, il faut absolument que je lise la suite, ça c'est dans mes projets, mais c'est une série que j'aime beaucoup et je trouve que pour les ados, faites lire ça pour les ados, c'est tellement ouvert d'esprit que
ça ne pourra le faire que du bien. La question concerne Tom Bombadil. Alors Tom Bombadil, si vous n'avez lu que les films, c'est un personnage qui est très important dans le Seigneur des Anneaux, que Frodon, Sam, Merry et Pippin rencontrent au début lors de leur fuite en fait du village. Et Tom Bombadil est un personnage extrêmement puissant, mais décrit comme un personnage un peu grivois, un peu hors du temps, un peu bizarre. Il vit dans sa forêt et il n'est pas soumis au pouvoir de l'anneau, c'est surtout ça qui le caractérise. Et donc c'est un personnage dont on ne se souvient plus puisqu'il a été totalement squeezé du film, et ce que je comprends bien parce que Bombadil est vraiment un personnage qui est à part dans le Seigneur des Anneaux. Ce passage est vraiment au niveau de l'humour, tout ça c'est très à part de ce qui est fait, du côté sombre qu'on donne au Seigneur des Anneaux. Et donc Tom Bombadil, il faut un livre que t'as oublié, et j'ai cherché. Un livre que j'ai vu dans la bibliothèque, il est là depuis mes 13-14 ans je pense, peut-être un peu plus tard, 14-16 ans. Je ne me souviens plus de quoi parle Starter et Enders, donc de Lisa Price, qui est, je pense, le premier livre que j'ai acheté de chez la collection R, qui est un roman de SF, je me souviens juste, le pitch je crois de départ, ils se mettent une puce dans le cerveau, et ça crée des choses un peu, tu sais, complotistes, genre c'est complot, c'est l'État, machin, bref, je ne me souviens plus de rien, donc voilà, mais je me souviens que ça m'avait plutôt plu sur le coup, pour la SF ça m'avait bien conquis, donc voilà. Je me souviens plus, c'est comme ça, mais je les garde parce que c'est un souvenir de... Je me souviens que c'est un des premiers que j'ai acheté, je crois même avec mon propre argent, donc j'étais fière de dépenser mon argent. Et j'ai oublié une question, mais en plus j'ai oublié le beau gosse, Legolas. Comment j'ai pu faire pour oublier Legolas? Quel est ton plus beau livre? Alors j'ai des livres qui sont plutôt beaux gosses, mais pas forcément en fantasy. J'ai un très très beau livre sur Jules Verne, mais il y en a un que j'ai reçu par Brajlon et je le regarde tous les jours, hein. Il est tellement beau. Je parle du Nom du Vent, mais regardez-moi cette édition, regardez-moi la bête, c'est le premier tome et il est shiny, Nom du Vent classique de la fantasy, il est illustré par Marc, il est énorme, par Marc Simonetti, donc voilà, dont j'adore le travail, oh c'est compliqué, youtubeuse, c'est dangereux, hop, donc voilà, magnifique travail avec une édition hyper... C'est pas agréable à lire parce que c'est compliqué, mais il est magnifique. J'aime trop, ça fait manuscrit. Et en plus, voilà. Ça, c'est la couverture originale. Originale en édition française. Mais Le Nom du Vent est un récit que j'ai beaucoup aimé. Le premier tome et la deuxième partie du livre 2, et j'attends la suite avec impatience, mais c'est un livre qui est important parce que ça a inspiré beaucoup de jeunes auteurs, j'ai l'impression. C'est l'histoire d'un mec qui raconte son enfance et comment il est devenu ce qu'il est. Il est aubergiste alors qu'il a une vie palpitante. C'est un personnage qui est très très positif et un peu cheaté, mais c'est un univers que j'adore et j'aime beaucoup le style. Ça prend son temps et moi j'aime beaucoup les récits qui prennent leur temps mine de rien. Et Le Nom du Vent, tu peux faire du sport, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique. Et pour la peine, eh ben, il va être là maintenant dans le décor. J'ai changé un peu le derrière et c'est une vraie beauté. Donc sur ce, voilà, le tag est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensiez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une très bonne journée.